Eh bien, bonjour, bonjour à tous. J'arrive juste en limite de timing. Je vois que Christelle, Jérôme, Bérénice, vous êtes déjà présents. Salut J'espère que vous David, allez bien. ça va très bien, Euh, merci. Et toi? oui, oui, ça va, ça va, ça va. Je crois que on attend 35-40 personnes, je crois, quelque chose comme ça, avec les dernières inscriptions. Euh, Donc, pour avoir la joie et le plaisir de meubler en attendant que tout le monde soit là. Je voulais vous donner juste un petit mot en fait concernant la FFP-ABC, puisque je sais que parmi vous, en fait, il y a une partie de gens qui sont adhérents et une partie qui sont non adhérents. Donc, je m'adresse peut-être plus aux non adhérents de la FFP-ABC. Euh, la FFP-ABC, c'est un acronyme donc qui signifie Fédération française des professionnels de l'accompagnement et du bilan de compétences, une association de loi 1901 qui a été fondée en 2018. Donc dans le contexte en fait de la réforme de la formation professionnelle conduite par Muriel Pénicaud et qui a apporté voilà beaucoup de modifications sur l'équilibre du bilan de compétences. L'association s'est constituée pour tenter de maintenir un niveau de qualité significatif en fait dans les prestations de bilan de compétences. Et donc à ce titre-là, on est en relation récurrente avec le ministère, avec la Caisse des dépôts, également avec France Compétences, sur ces sujets en fait du cadre qualité bilan et puis du comportement en fait des acteurs sur le marché. On est également en relation avec un certain nombre de fournisseurs de notre industrie avec lesquels on a pu passer des partenariats, dont Pearson qui est historiquement présent à nos côtés, notamment au regard de la qualité des outils qui proposent pour la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire les outils de gestion de carrière. Comme vous le voyez, on a aussi un petit rôle d'animation d'une communauté, 130 structures adhérentes aujourd'hui, qui sont des structures qui vont de 0 salarié comme la mienne à 30 à 40 salariés, notamment je pense à une structure qui est en région lyonnaise, qui est assez significative là-dessus. Donc on balaye en fait quasiment tous les types de structures qui proposent du bilan et de l'accompagnement à la gestion de carrière. Euh, voilà pour l'essentiel de ce qu'est la FFP-ABC aujourd'hui. Euh, un président moi-même historique, je te dirais, qui s'apprête à passer la main dans les mois à venir. Un conseil d'administration qui est composé de 9 personnes en théorie, en tout cas dans nos statuts, dans la composition qu'on a voulu il y a un an est représentative en fait des différents types de structures qu'on peut trouver dans ce marché du bilan de compétences. Euh, voilà, ce qu'on fait aussi, c'est organiser donc des webinaires avec nos partenaires. J'imagine que Jérôme, tu as peut-être le temps de dire un mot sur Pearson. Et après quoi, je pense qu'on pourra lancer Christelle sur son sujet du jour. C'est un format qu'on a voulu évoluer de webinaire maintenant en faisant intervenir des gens qui pensent et réfléchissent sur des sujets qui nous intéressent au quotidien dans notre pratique professionnelle, plutôt que d'être dans de la présentation d'outils, ce qu'on avait fait beaucoup en fait dans nos premières années. Jérôme, je te Ouais, laisse la d'accord. parole. Ok, donc voilà, voilà, comme le soulignait David, la volonté cette année, c'est vraiment de proposer des modèles, de faire intervenir des auteurs pour parler d'une thématique qui vous concerne en tant que professionnel de l'accompagnement. Donc il y a eu un premier atelier sur la motivation et le job crafting, comment finalement modeler, construire son travail pour plus de satisfaction. Et aujourd'hui, j'ai plaisir d'accueillir Christelle qui va se présenter, est autrice en fait. Alors, elle a plusieurs rôles au sein de Pearson, je vais laisser se la présenter, mais elle est autrice notamment de cette collection, qui est une nouvelle collection qui est proposée chez
chez Pearson Talent Lens, c'est la collection Human Skills. Alors, c'est un peu flouté, voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, donc c'est une nouvelle collection qui est destinée aux professionnels et ressources humaines. Ce sont des manuels d'auto-coaching, entre guillemets. Là, celui-ci, c'est comment accueillir le changement et prendre la décision éclairée. C'est les co-auteurs avec Carole Bidan. Elle parle notamment de la pensée critique qui va être le cœur du sujet aujourd'hui. Voilà, donc je vais laisser la parole à Christelle qui se présente et puis tu me fais signe à chaque fois, je déroule le PowerPoint. Merci Jérôme. Donc oui, bonjour à tout le monde. Donc oui, je suis Christelle Caderet, donc je suis psychologue du travail de formation, consultante en ressources humaines, en contact proche avec ECPA, Pearson par la suite depuis 25 ans maintenant. J'interviens sur l'accompagnement des clients ou prospects Pearson pour les aider à peut-être introduire des outils d'évaluation et d'accompagnement dans leur process. J'ai une autre activité depuis une quinzaine d'années maintenant de consultant externe, hein, où je fais moi-même des accompagnements en évaluation, essentiellement en recrutement, un peu en accompagnement également, en management essentiellement. Et puis effectivement, comme le disait Jérôme, j'ai participé dernièrement à l'écriture d'un ouvrage autour de la pensée critique et de l'adaptabilité. Et c'est vrai que ça nous semblait intéressant avec Jérôme aujourd'hui voilà, de peut-être regarder cette pensée critique sous l'angle de vos pratiques, de vos contextes d'accompagnants de carrière ou d'accompagnants en bilan. Je te propose d'aller vers la suite, peut-être, Jérôme. Oui. On va dérouler voilà, une petite présentation. On peut peut-être passer à la suite directement. Vous aurez la- les éléments au fil de l'eau. Donc, la pensée critique, vous en avez peut-être entendu parler. Alors, peut-être notamment au cours du colloque qui a eu lieu avec la FFPABC il y a peu de temps et autour des thématiques de l'intelligence artificielle que vous avez abordé, me semble-t-il, lors de ce colloque et qui sont des sujets voilà, importants dans vos contextes actuellement. On l'a dit, en tout cas nous de notre côté, à de multiples reprises, la pensée critique fait partie des compétences qui sont aujourd'hui et dans les années à venir des compétences qui vont être recherchées pour pouvoir faire face au monde qui nous entoure, qui est un monde en mouvement, en changement, en complexification. Euh, on a aujourd'hui vraiment un monde qui est très sollicitant et très exigeant avec nous. On a de plus en plus, en tout cas plus qu'hier, besoin d'apprendre à collecter des informations et à les collecter de manière suffisante, à pouvoir les synthétiser. On est aussi beaucoup dans une recherche de sens dans les données qu'on a à traiter. Il y a une nécessité de pouvoir faire preuve de jugement, de discernement, de libre arbitre, pardon, dans l'analyse des situations qu'on rencontre, dans la résolution de ces situations qui sont la plupart du temps de plus en plus complexes. On a besoin également de mettre en œuvre des approches nouvelles, peut-être plus politiques, peut-être plus stratégiques aussi. Et surtout, on a besoin de prendre des décisions qui soient les meilleures possibles, les plus éclairées possibles. Et c'est vrai que c'est notre pensée critique qui va être la compétence qui va nous permettre de mieux le faire, de mieux s'en saisir, en tout cas dans les années à venir. On parle là sur la pensée critique d'une power skill. Je ne sais pas si ça vous parle, cette terminologie. Hein, c'est voilà, dans le même ordre que les soft skills, les hard skills, etc. Là, l'idée, c'est que on serait sur une compétence plutôt interpersonnelle, en tout cas qui va être un mix de pas mal de choses qui vont nous permettre de mieux interagir avec le monde et avec les personnes qui nous entourent.
si on reste, Jérôme, sur l'idée, hein, effectivement, de ce monde qui évolue, de la multitude d'informations qu'on a à traiter au quotidien, il nous semblait intéressant juste de mettre un petit peu en exergue des éléments qui sont ressortis là, il n'y a pas très longtemps, hein, en 2022, sur avec quelle source d'information on navigue aujourd'hui. Et c'est quand même assez frappant de voir que les réseaux sociaux sont devenus la première source d'information, en tout cas pour 26% des sources d'information qu'on utilise sont les réseaux sociaux, donc Telegram, Facebook, etc., qui nous permettent de choper de l'information. Et c'est encore plus frappant chez les moins de 35 ans, qui sont quand même les personnes voilà, qui sont sur le marché du travail, qui peut-être commencent à vous solliciter en tant qu'accompagnant de carrière ou de bilan. Ces personnes vont majoritairement avoir accès à l'information par Internet. Or, on sait que principalement ce type de réseau, ce type de support est celui qui est peut-être le plus exposé à la montée de l'intelligence artificielle. Sont des réseaux qui sont les plus fortement touchés, hein, par voilà, ce qu'on appelle les fake news, par l'intelligence artificielle, hein, justement, qui va pouvoir, notamment par le biais des intelligences artificielles génératives, nous transmettre de l'information dont on ne sait pas trop d'où viennent les sources, qui peuvent nous montrer une réalité qui est pas tout à fait qui est pas tout à fait la bonne. On est aussi beaucoup dans nos métiers de ressources humaines, et peut-être encore plus dans vos métiers d'accompagnants, de consultants en bilan, de formateurs aussi, peut-être dans la crainte que ces outils viennent prendre notre place, viennent nous remplacer carrément, parce qu'ils sont plus rapides que nous, des fois plus experts sur certains sujets. Dans tous les cas, ce qu'il faut peut-être retenir de tout ça, c'est qu'on est effectivement face à un afflux d'informations, à des sources d'informations qui sont très diverses. Et toutes ces informations nous arrivent euh, avec une espèce de hauteur identique, quel que soit le sujet, quelle que soit son urgence, son importance. On est vraiment tout est au même niveau. Euh, euh, et ça nous sollicite beaucoup, dans le sens où ça va vraiment nécessiter chez nous un effort de tri dans l'urgence, dans l'importance, dans la priorisation, mais aussi un effort de vérification, de validation des sources, de la teneur des informations qui nous sont transmises. L'idée, c'est de pas se laisser envahir, de pas se laisser berner, voilà, par des fois des formes, un packaging de l'information qui serait vraiment sympathique, de pas se laisser influencer. D'élaborer nos propres opinions, nos points de vue, nos avis, qui vont nous aider voilà, à cheminer vers des décisions qui feront preuve de discernement, d'objectivité, de fiabilité, qui vont être étayés, qui vont s'appuyer sur des arguments forts et vérifiés. C'est la pensée critique qui vient, hein, ici nous aider dans tout ça. Mais moi, j'aimerais quand même voilà, qu'on se dise que c'est pas, il n'y a pas que des aspects négatifs dans tous ces afflux d'informations et dans la modernité des supports sur lesquels on peut les trouver, dans l'intelligence artificielle, etc. Il y a aussi un côté, me semble-t-il, quand même très positif. C'est une grande chance en termes d'accessibilité à l'information, en termes de démocratisation de cette accessibilité à l'information. Dans les contextes d'accompagnement et de bilan, ça permet quand même à nos bénéficiaires effectivement de pouvoir aller explorer des champs d'information très rapidement, où qu'ils soient, sur des sujets parfois très spécifiques, très experts,
auxquels il était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long d'avoir accès, ne serait-ce qu'il y a 20 ans. Donc, faut pas non plus voilà, jeter toute cette modernité directement à la poubelle ou s'en méfier, s'en défier de manière trop importante. Euh, Par contre, il faut sans doute pouvoir dompter toutes les informations qui nous arrivent et pouvoir utiliser à bon escient les informations, les supports, les outils qui sont à notre disposition. Et sans doute que pour ça, il y a rien de mieux que la pensée critique. Donc, on avait vraiment envie de la mettre en avant aujourd'hui. On va pas forcément pouvoir se passer d'une petite définition. Je te laisse passer peut-être à la suite, Jérôme. Euh, Juste pour pouvoir voilà, qu'on soit tous à peu près d'accord sur ce dont on parle. L'idée de la pensée critique, hein, c'est une référence qui remonte quand même à très très loin, hein. Notamment, on pourrait s'appuyer sur la période où Socrate utilisait, donc c'est très 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 loin, hein, mais l'idée c'est que Socrate utilisait effectivement une méthode d'interrogation approfondie euh, avec ses élèves pour déterminer notamment comment on pouvait rationnellement justifier les affirmations ou les opinions des personnes. Euh, donc c'est pas une nouveauté, c'est pas une compétence qui sort voilà d'un chapeau aujourd'hui, hein. Mais c'est quand même une notion et un terme qui apparaît de manière plus spécifique peut-être au début du XXe siècle. On a un philosophe qui s'appelle John Dewey qui a décrit la pensée critique comme étant un effort constant et un effort volontaire qui permettait d'établir une croyance sur une base solide de raisonnement. Et c'est à partir de ce moment-là, hein, en tout cas, que la reconnaissance de la pensée critique comme étant une compétence, une disposition, s'est vraiment installée jusqu'à devenir effectivement une des compétences émergentes au XXIe siècle. Et je vous donnais une définition vraiment. Enfin, il y en a plusieurs en fait des définitions, mais si j'essayais de vous donner deux, trois pistes, la pensée critique peut être définie comme la capacité qu'on a à aborder une situation de manière factuelle et rationnelle, à considérer cette situation sous de multiples angles, tout en séparant les faits des opinions, des préjugés, des intuitions, et tout ça pour en tirer des conclusions logiques et objectives. Quelque part, c'est la manière qu'on va avoir d'appréhender le monde, de nous y adapter en mettant en œuvre des mécanismes qui nous permettent de prendre des décisions. Il y a toujours l'idée d'une réflexion attentive, mais que cette réflexion attentive, elle est toujours orientée vers un but, et que le but, c'est quand même de prendre les meilleures décisions possibles. Il y a plein de verbatims hein, qu'on peut entendre. Il y a notamment l'esprit critique dont vous avez pu entendre parler également. L'esprit critique, c'est plutôt une disposition, c'est une posture qu'on va avoir, une attitude intellectuelle euh, euh, qui va reposer plutôt sur le fait qu'on va juger qu'une information est vraie qu'une fois qu'on aura pu l'examiner attentivement et avec un certain discernement. La pensée critique, ça renvoie vraiment à quelque chose de plus large, à une compétence qui va être le résultat d'une combinaison de la disposition intellectuelle, hein, de la capacité cognitive effectivement, mais également de dispositions plus relationnelles, émotionnelles, expérientielles et d'expertise. Donc on est vraiment sur de la compétence. Et si c'est une compétence, la pensée critique, et c'est ça qui est intéressant sans doute dans vos contextes, si c'est une compétence, c'est que ça peut s'acquérir et que ça peut se développer. Donc là, c'est vraiment intéressant de pouvoir s'y plonger et de se poser la question peut-être
dans vos contextes, vous, consultants, accompagnateurs, consultants en bilan, formateurs, coachs, etc., de pouvoir voir comment vous pourriez utiliser la pensée critique, la développer chez vos bénéficiaires, mais peut-être chez vous aussi, parce que ça peut être une vraie compétence d'accompagnant, la pensée critique. Je vous propose qu'on avance et n'hésitez pas hein, s'il y a des questions au fil de l'eau à vous manifester ou à laisser dans le chat peut-être aussi vos commentaires, vos questionnements sur lesquels on pourra peut-être revenir plus tard en fin d'intervention. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro, à prendre la parole ou des remarques par rapport à ce qui vous a été partagé jusqu'à présent. Isabelle? Oui, bonjour à tous. Christelle, est-ce que vous pourriez nous donner les sources de votre définition parce qu'elle est assez longue, assez complète et pour le coup, je ne sais pas si les autres aussi, mais moi, j'ai pas eu le temps de tout prendre en note. Donc, si vous pouvez Il juste n'y a pas avoir de la source, suite. il y a pas de source précise. On est là, La c'est vôtre. plutôt voilà un espèce d'agglomérat de tout ce qu'on peut trouver dans la littérature, parce que sinon c'est vraiment très technique celle qu'on trouve. Là, l'idée c'est vraiment, si je peux reprendre les choses, la pensée critique, c'est une perception, une réflexion, une analyse attentive et dirigée vers un but. Avec cette idée vraiment, et c'est ça qui en fait une particularité, de pouvoir vraiment séparer les faits des opinions, des préjugés, des intuitions. Il y a une orientation vers la factualisation, vers l'objectivation de ce qu'on peut percevoir. Merci beaucoup. Et derrière aussi avec l'idée d'une démarche volontaire à le faire. Merci Oui. beaucoup. Si je peux me permettre d'ajouter, effectivement, c'est cette capacité à prendre des décisions indépendamment de ses propres schémas de pensée, ses propres valeurs. Donc c'est ce côté, comme le souligne Christelle, ce côté factuel en fait, c'est de se rattacher vraiment à l'information comme elle est présente, notamment. Je vais peut-être vous donner justement des informations voilà, qui vont peut-être vous éclairer. Alors, je vais essayer de pas être professorale, mais voilà, c'est intéressant d'aller regarder ça pour vraiment se saisir de cette notion-là. Parce qu'une fois qu'on a dit que la pensée critique, c'était une compétence et pas qu'une aptitude intellectuelle, hein, c'est ce que j'ai essayé de vous dire par rapport à l'esprit critique, on se rend compte quand même qu'on a du mal à l'exercer cette pensée critique et voilà, on va essayer de comprendre pourquoi on a du mal à l'exercer. Quand on est face justement à ces situations que nous rencontrons, à ces informations qui sont complexes, qui sont nombreuses, qui peuvent être empreintes voilà, d'intelligence artificielle, de cadrage spécifique, d'intention spécifique de la part des émetteurs en tout cas. On met en marche nos capacités cognitives pour effectivement percevoir et comprendre ces informations, le monde qui nous entoure, etc. Et ça, on va le faire en mettant en œuvre notre système de raisonnement. Je te laisse aller peut-être sur la suite, Jérôme. Notre système de raisonnement, il est assez efficace, mais parfois il peut nous freiner. On a deux grands systèmes de raisonnement qui sont indépendants quand on est confronté aux situations. Il y a un premier système qui s'appelle le système 1, qui est un système automatique. C'est le système très rapide qui nous permet de faire des choix très simples hein, dans la vie courante. C'est un système de raisonnement qui nous fournit des conclusions sans même
qu'on en soit réellement conscient. C'est le système de raisonnement qui nous permet de prendre des décisions assez intuitives et qui nous permet d'effectuer des tâches sans réflexion directe. Marcher, parler, reconnaître des visages, etc. Il n'y a pas d'intention de notre part derrière, il n'y a pas de mise en œuvre volontaire de ce qui se passe. Ça se fait vraiment de manière automatique et très rapide. Le problème de ce système de raisonnement, bien qu'il soit économiquement assez sympathique et très rapide, c'est que ce système, il résout pas. Il va résoudre les problèmes, en tout cas, que en utilisant les informations qu'il a à sa disposition, les informations qui sont visibles, de manière superficielle, si on peut dire. Par contre, il nous est pas très utile dès lors qu'il faut prendre des décisions qui demandent à être mûrement réfléchies sur des sujets complexes ou sur des sujets pour lesquels le contexte particulier dans lequel il se situe va être impactant. Dans lequel des consignes vont orienter nos réponses, par exemple. Et puis ce système 1, le souci, c'est qu'il est il est très sujet aux biais cognitifs. Je ne sais pas si ça vous parle, les biais cognitifs. On pourra faire une petite aparté tout à l'heure notamment sur 2 biais qui sont intéressants et qui impactent les situations d'accompagnement et de bilan notamment, j'y reviendrai. Les biais cognitifs, c'est des manières que nous avons tous de penser qui, de nouveau, vont nous permettre d'être rapides et de saisir des situations, mais voilà, qui peuvent tordre un peu la réalité ou la fiabilité des informations qu'on va saisir. Pour lever ces biais cognitifs et notamment pour faire face à des situations plus complexes, c'est notre système 2 qui va devoir se mettre en place. Ce système 2, il nous demande un effort, il nous demande à aller le solliciter et il est plus lent. Il va réellement demander un effort délibéré quand on doit prendre une décision, parce qu'il va mobiliser voilà, un certain nombre de choses chez nous qu'il faut qu'on va pouvoir justement aller creuser les choses, réfléchir, s'appuyer sur de la logique, alors contrôler nos comportements, notamment de peur, d'enthousiasme trop marqué ou de choses de ce type-là, qui vont jouer sur le contrôle de soi, par exemple, sur le contrôle de nos émotions. C'est vraiment un système de raisonnement qui va être plus laborieux, mais qui va être beaucoup plus fiable, beaucoup plus riche dans son exploration des informations. Donc, il demande de la motivation, et notamment de la motivation à sortir de la facilité avec laquelle le système 1 nous permet de voir le monde, de le gérer, de le comprendre, qui n'est parfois pas très fiable. C'est ça qui fait qu'on va avoir du mal à exercer notre pensée critique, parce que le système 2 participe beaucoup de notre pensée critique. C'est même un calque assez proche de ce qu'on entend par la pensée critique, si on reprend ce que je disais sur les aspects de définition. Donc, revenir peut-être sur les 2 biais cognitifs qui sont les plus fréquents. Alors, il y en a plein, il y en a plusieurs centaines des biais cognitifs auxquels on est soumis. Un biais cognitif, c'est une tendance intellectuelle qu'on va avoir à regarder, à traiter ou à analyser les choses d'une manière qui est facilitante, qui est sans effort, qui va être rapide et qui peut, sous certains angles, comme le fait le système 1 de notre raisonnement, nous aider à nous sortir de certaines situations, à traiter les choses de manière très rapide et automatique, mais qui peut vraiment, notamment face à ce qu'on évoquait autour de l'intelligence artificielle, autour de la
complexification de notre monde, de l'afflux d'informations, être vraiment embêtant parce qu'il va rester sur un niveau très superficiel de traitement de l'information. Hem, le premier biais, qui peut être intéressant à regarder aujourd'hui parce il est effectivement, sans doute impactant dans vos contextes d'accompagnement et de bilan, c'est le biais qu'on appelle, le biais de statu quo. Heu, c'est la résistance qu'on peut avoir, l'attitude mentale, qu'on a ou en tout cas dans laquelle on est, quand on est face à la nouveauté. Et qu'on va percevoir cette nouveauté, ce changement, les évolutions et cetera, comme engendrant plus de risques que d'avantages. C'est un élan naturel, pour beaucoup de personnes, que de se dire: «Oh là, changement, qu'est-ce que ça va avoir comme impact négatif plutôt que qu'est-ce que ça va avoir comme impact positif?» Les informations qui nous arrivent, quand on a ce filtre, ce biais, cognitif, vont être traités à l'aune de cet élément-là. «Ouh là là, c'est nouveau, je connais pas, je maîtrise pas, ça va demander du changement, heu, j'ai pas envie d'y aller». Hein, on est dans quelque chose de cet ordre-là. Ce biais-là, il va faire que notre système 1 va continuer à traiter les informations avec l'œil qu'on avait avant, sans prendre en considération la nouveauté, en la rejetant, en l'évitant et en restant dans notre statu quo. Le deuxième biais est très, très fréquent, que même quasi systématique chez tout le monde, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est cette tendance naturelle qu'on a à retenir, à percevoir et à utiliser, les informations qui viennent confirmer ce qu'on sait déjà ou ce qui était déjà là. Et à moins voir, voire à pas voir du tout, les éléments qui viendraient contredire cette première option, cette première opinion, cette première croyance. Exercer, développer sa pensée critique permet notamment de venir contrecarrer ces 2 biais qui sont naturels chez nous et qui viennent, voilà, spontanément, et sans doute, dans un premier temps, pour nous protéger, hein, pour, voilà, comme quelque chose d'assez confortable. Hem, développer utiliser et développer sa pensée critique, comme on disait, va venir nous aider, hein, à faire face au monde qui nous entoure, aux changements qui sont générés par ce monde et son évolution. Mais la pensée critique, elle va venir, notamment dans vos contextes, beaucoup aider et vous consultants, mais surtout le bénéficiaire, à faire face aux changements, qui sont les siens dans sa carrière, qui sont les siens dans l'entreprise dans laquelle il se situe, et qui fait qu'il faut, effectivement qu'il fasse face aux changements, qu'il faut qu'il se mette en mouvement. S'il exerce pas sa pensée critique à ce moment-là, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous. Et si vous détectez pas ce besoin d'exercer la pensée critique dans ces contextes-là, ça risque effectivement aussi d'être un peu plus laborieux. La pensée critique va être vraiment une ressource de choix, pour vous, dans votre posture d'accompagnant même, hein, de consultant, et pour mieux accompagner votre bénéficiaire et faire émerger chez lui, aussi cette pensée critique. Là, on vient on vient de le voir, hein, sous certains aspects, heu, en quoi c'est intéressant, hein, pour un bénéficiaire d'accompagnement, de bilan, de pouvoir effectivement, heu, exercer, un certain niveau de pensée critique et pourquoi pas au cours de bilan, de développer,
cette pensée critique, déjà, ça va être de se lancer dans une démarche de demande d'accompagnement. Plus il va exercer sa pensée critique, plus il va faire cette démarche de manière volontaire. Parfois, vous allez être sollicité peut-être plutôt par les entreprises ou par d'autres organismes qui vont venir vous solliciter pour accompagner quelqu'un qui n'est pas forcément toujours volontaire. Ça va être plus facile pour la personne comme pour vous s'il y a ce déclenchement, ce lancement dans une démarche de réflexion, de questionnement et de changement chez le bénéficiaire. Et si c'est le cas, c'est qu'il y a déjà eu un début de pensée critique. Ça facilite forcément de se lancer dans une démarche. Comme je le disais un petit peu plus tôt, exercer sa pensée critique, ça demande un effort, ça demande à sortir de la facilité, des habitudes, de lever le biais de statu quo dans lequel on pouvait se situer. C'est déjà intéressant pour vous, en tant que consultant, de vous saisir de ce volontariat, de cet élan que peut avoir un bénéficiaire quand c'est le cas, parce qu'on a déjà quelque chose sur lequel s'appuyer du point de vue de la pensée critique, en tout cas. Et quand c'est pas le cas, ça doit vous faire signal qu'il y a peut-être effectivement quelque chose à faire assez rapidement autour de ça pour pouvoir peut-être déclencher des choses plus rapidement, de manière plus autonome auprès des bénéficiaires pendant la démarche. Là où la pensée critique, elle va être intéressante pour le bénéficiaire, toujours au cours d'un accompagnement ou d'un bilan, ça va être aussi dans le traitement des informations qu'il va avoir à prendre en charge. Il va pouvoir à la fois mieux se saisir de toutes les informations que vous allez pouvoir lui apporter sur l'évaluation de son parcours, des compétences qu'il a eu à mettre en œuvre, de ses expériences, des aptitudes que peut-être vous allez pouvoir ou des dispositions que vous allez pouvoir mesurer avec des questionnaires, avec des outils. Et puis, ça va être intéressant pour lui, pour tout ce qui va être lié à l'objectivation de toutes ces informations et au fait de se détacher des croyances limitantes qu'il pouvait avoir sur ses propres compétences, sur les freins, sur les contraintes qu'il pouvait percevoir dans son environnement ou dans le changement qui lui était peut-être imposé. Donc c'est vraiment, ça va lui donner des clés pour traiter l'information d'une autre manière et d'une manière plus objective et souvent plus positive, plus constructive, en tout cas. Ça va lui permettre aussi, comme je le disais, sans doute de renforcer son autonomie, à la fois autour de la démarche, autour de la recherche, justement d'informations. S'il arrive à exercer, à développer sa pensée critique autour de la démarche, au cours, pardon, de la démarche, ça va vraiment l'inviter à aller explorer peut-être d'autres sources d'informations que celles qu'il avait explorées jusque-là, de les regarder avec un œil neuf, de venir peut-être là aussi lever le biais de confirmation dans lequel il pouvait se situer, à venir toujours interpréter de la même manière les informations qui lui étaient données et peut-être plutôt dans le sens de ses croyances limitantes, du fait de ne pas avoir la bonne formation, de ne pas avoir suivi le bon cursus ou d'avoir eu un parcours peut-être trop instable, des changements d'entreprise trop fréquents, ou, tout ce qu'on peut imaginer, de pas se sentir apte à se saisir peut-être d'outils nouveaux, d'organisations nouvelles, de type matriciel, etc. Toute cette réflexion objectivée, fouillée, qu'il va pouvoir mettre en œuvre avec sa pensée critique, va vraiment lui permettre d'identifier les obstacles qu'il voyait jusque-là, peut-être ceux qui sont toujours présents, mais
de prendre le lead un peu sur ces contraintes, sur ces difficultés, de les remettre à leur juste hauteur, de les trier avec beaucoup plus d'objectivité et d'aspect constructif dans sa démarche. Euh, Sa pensée critique va lui permettre de prendre beaucoup plus de recul face à aussi aux éléments peut-être plus émotionnels, à la frustration qu'il a pu rencontrer, aux incertitudes, aux craintes aussi qu'il peut avoir à se projeter dans quelque chose de nouveau et de changeant. Et tout ça en donnant sans doute à sa démarche quelque chose de beaucoup plus positif face au changement et face aux alternatives qui pourraient se présenter à lui. Peut-être plus d'ouverture aussi aux opportunités qui pourraient se présenter. On a souvent l'habitude dans les situations de bilan euh, d'aller explorer chez nos bénéficiaires les motivations, les intérêts professionnels, les environnements qui pourraient être propices à leur épanouissement ou à une reconversion qui serait un petit peu obligatoire, voilà, compte tenu du marché du travail, de l'évolution technique, etc. On va aussi souvent aller explorer le champ émotionnel, le champ comportemental, pour avoir des informations sur voilà comment fonctionne la personne et pouvoir mettre en lien aussi les motivations, les fonctionnements spontanés et des environnements spécifiques qui pourraient être propices à leur exercice et au bien-être ou au développement du bénéficiaire. On ne pense pas souvent à l'explorer assez rapidement dans le bilan la pensée critique et c'est sans doute dommage parce que ça pourrait nous permettre vraiment de voir un peu où en est la personne de ce point de vue-là et souvent de lever justement des difficultés en se penchant peut-être par notre accompagnement sur cette pensée critique pour aider plus facilement la personne à se lancer, à lever les limitations, à structurer sa pensée, à prendre de l'autonomie dans sa réflexion, etc., etc. Alors, globalement, pour pouvoir agir sur ce plan-là, ce qui va être intéressant, c'est que vous, accompagnant, vous ayez aussi euh, la capacité d'exercer votre pensée critique, peut-être de la développer aussi, parce que c'est votre propre pensée critique qui peut être vraiment intéressante dans vos accompagnements, dans les bénéfices que ça peut avoir sur vos bénéficiaires. Je commençais à le dire là, notamment dans le fait de peut-être vous questionner autour de la pensée critique de vos bénéficiaires au tout début des bilans, peut-être même en amont. Euh, Là où vous, votre pensée critique va être intéressante dans vos démarches, dans vos contextes, dans vos accompagnements. Alors, ce qui nous parle d'emblée, c'est peut-être dans l'analyse, effectivement, et l'évaluation des besoins de vos clients, des bénéficiaires, de pouvoir vraiment... votre pensée critique, elle va vous permettre en situation, spontanément, d'être questionnant, de pouvoir reformuler, de pouvoir questionner plus avant l'information qui vous est donnée spontanément. Dans la pensée critique, il y a cet aspect de je ne vais pas me contenter de ce qui est visible ou de ce qui m'est donné spontanément. Je vais capter des éléments de contexte, des éléments implicites, des éléments de non-dits qui doivent m'interroger et qui doivent faire que je vais aller questionner plus avant la situation pour bien m'assurer que j'ai suffisamment d'informations, que j'ai les bonnes informations, que j'ai des informations fiables, etc., etc. Donc, rien que dans un premier contact avec un client ou avec un bénéficiaire d'accompagnement, votre pensée critique doit vous amener à bien aller approfondir cet aspect-là et d'analyser derrière les informations que vous avez pu collecter
sous l'angle de celui que vous avez compris vous, sous l'angle de celui que vous a donné votre interlocuteur, mais peut-être sous d'autres angles possibles, en allant questionner d'autres sources d'informations. Si vous êtes, par exemple, dans un contexte technique assez particulier que vous ne maîtrisez pas particulièrement, c'est peut-être d'aller fouiller les informations qui vous sont données sur l'avenir de ce secteur d'activité, comment il va évoluer, pardon, quel type de compétences effectivement vont être peut-être recherchées, de vérifier, de valider les sources d'informations sur lesquelles vous allez vous documenter. Si on essaye de lever nos propres biais de confirmation, c'est aussi même si on a une idée un petit peu de ce secteur d'activité ou de besoin de notre client, c'est de ne pas hésiter à aller chercher des sources d'informations qui ne sont pas celles qu'on utilise habituellement, qui peut-être vont venir complètement contredire notre premier niveau de vision, notre opinion première, notre connaissance antérieure des situations, pour venir voir si ces sources contradictoires nous apportent de l'information complémentaire, nous font réviser complètement notre point de vue, ou au contraire viennent tout simplement confirmer effectivement que notre opinion était la bonne dès le départ. Mais il y a vraiment cette nécessité d'aller solliciter ces éléments-là sous ces angles-là. Le fait de pouvoir clarifier les objectifs ou les besoins, hein, par exemple aussi d'un bénéficiaire au début du bilan, va demander à ce que vous exploriez les choses de manière effectivement vraiment critique, mais en regardant aussi est-ce que les choses sont, est-ce que les objectifs, est-ce que le projet, hein, par exemple, soit de votre client, soit d'un bénéficiaire spécifique, est réaliste par rapport à la situation du marché de l'emploi, par rapport au bassin d'emploi particulier. Par rapport au parcours antérieur du bénéficiaire, par rapport à des échéances techniques, par rapport à tous les types de contraintes qu'on peut imaginer, et de pouvoir effectivement peut-être au mieux possible définir des objectifs qui seront à la fin réalisables. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se challenger, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être ambitieux, mais si on le laisse, c'est avec toutes les informations en poche et en ayant justement peut-être levé des freins qui étaient présents, mais en ayant objectivé les éléments le plus possible en tout cas. Ah. Un élément qui est peut-être pas négligeable non plus dans l'apport de la pensée critique, c'est que cet élan que votre pensée critique donne à votre approche, à vos démarches, qui va être de questionner, d'explorer, augmente la curiosité, l'ouverture que vous pouvez avoir à la nouveauté, à la vie des autres. Et si vous exercez votre pensée critique, vous allez aller questionner, vous allez aller remettre en question, vous allez aller explorer des choses. Et pour ça, vous avez besoin des autres, vous avez besoin de solliciter d'autres personnes, d'aller chercher les avis, d'aller confronter votre avis, etc. Ça favorise l'exercice de la pensée critique, ça favorise la communication. Et ça favorise également quelque chose de constructif dans le relationnel. Quand on exerce sa pensée critique, on n'est pas dans le jugement, on est dans l'objectivation, dans le sens de je vais évaluer à quel point les informations sont solides, sont étayées, nous amènent aussi à avoir un autre point de vue, à explorer d'autres avis, à explorer d'autres besoins aussi. On va, en exerçant notre pensée critique, essayer de se mettre dans les pas ou dans les yeux d'autres personnes qui sont dans d'autres contextes, qui ont d'autres objectifs.
Et ça potentialise, si vous voulez, le climat de non-jugement qu'on va mettre dans nos explorations. Et ça donne, notamment dans des situations où on accompagne, où on aide des personnes dans leur démarche à être dans quelque chose euh, à instaurer en tout cas un climat qui va renforcer le côté co-construction, qui va renforcer l'intelligence collective, qui va venir mettre de la fluidité et de l'agilité dans le faire ensemble, dans le penser ensemble, dans le réfléchir ensemble, qui peut vraiment être constructif dans vos démarches de bilan et d'accompagnement, et qui vont forcément venir renforcer le point qu'on a vu aussi qui est essentiel chez les bénéficiaires, qui va venir renforcer, encourager, stimuler l'autonomisation de la personne dans sa réflexion, dans son appréhension des situations, dans la confrontation de nouveaux points de vue, dans l'ouverture et l'exploration qu'il peut avoir vers l'extérieur. Euh, on se rend compte, par exemple, un manager dans une équipe qui a, dans sa manière de fonctionner, qui va beaucoup utiliser sa pensée critique et qui va par ce biais-là, être dans un management très collaboratif, beaucoup dans la co-construction, beaucoup dans le fait de laisser la parole et même stimuler la parole dans ses équipes, va effectivement mettre en place, parce qu'il exerce sa pensée critique et que lui, en questionnant, en laissant la parole, met en place vraiment ce climat de non-jugement et de possibilité de remettre en question les choses, de possibilité de donner son avis, de possibilité d'explorer des nouveaux champs. Donc, va donc exercer sa pensée critique, mais va, en mettant en place ce climat, rendre propice et stimuler l'exercice de la pensée critique dans ses équipes. C'est un peu ça qui peut se passer aussi dans nos accompagnements si on fait nous-mêmes preuve de pensée critique et qu'on instaure un climat propice à l'exercice et au développement de la pensée critique de nos bénéficiaires. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Est-ce que, alors forcément, ça vous parle parce que vous avez forcément été confronté à certains de ces aspects. Peut-être êtes-vous agile avec certains éléments et peut-être moins avec d'autres. Peut-être avez-vous en tête aussi des bénéficiaires, des personnes que vous accompagnez en ce moment, que vous avez eu l'occasion d'accompagner et sur lesquelles vous avez pu constater soit des facilités sur certains aspects, soit des gros blocages, des gros freins qui apparaissaient et où peut-être, là, avec les quelques éléments qu'on a pu vous apporter, vous pouvez mettre en mots le fait qu'il y avait peut-être quelque chose autour de la pensée critique à identifier et peut-être à travailler. Peut-être le faites-vous spontanément, en tout cas sur certains éléments. Alors, ce qui serait intéressant, en tout cas, c'est que ça ait peut-être éveillé chez vous des choses peut-être à explorer plus avant ou peut-être à explorer plus tôt au cours du bilan ou de la démarche d'accompagnement. Voilà, pour être au clair, en tout cas sur cette partie-là, à la même hauteur, sur la pensée critique, hein, à la même hauteur qu'on peut l'être sur les motivations ou les problématiques particulières du bénéficiaire. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des commentaires, des expériences qui vous parlent et Oui, que vous souhaiteriez partager. Je trouve vraiment, merci Christelle, je trouve très judicieux, j'ai pas mis ma main, je trouve très judicieux ce que vous dites parce que surtout que quand le bénéficiaire vient, il veut trouver vite un autre métier. Et donc, il y a la famille, il y a les amis qui disent non, alors tu peux être ceci, tu peux aller dans cette filière, ça te correspond exactement. Donc, c'est une autre manière donc de retomber dans la même situation où il était avant.
Et donc là, justement, cet esprit critique peut énormément aider. Oui, 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 je prends note et c'est quelque chose que je remarque tous les jours lors de mes accompagnements. On peut avoir aussi des bénéficiaires parfois qui attendent de nous la solution sans se mettre Aussi, réellement en marche. Euh, qu'on euh, valide quelque chose que son entourage, donc déjà, oui, imagine pour lui, il y entre et on veut que, complètement. voilà. Ou alors des personnes qui arrivent sans avoir du tout d'idée, qui sont un peu qui subissent finalement cette nécessité de changement, mais qui ont du mal à devenir acteurs finalement Voilà, et à prendre qui une nous décision. sollicitent, mais avec cet état d'esprit qui serait de dire bah, dites-moi pourquoi je suis fait, dites-moi quel est mon avenir, un peu à la Madame Irma, et on ne peut pas avoir ce rôle-là. Donc pouvoir peut-être identifier très rapidement dans la démarche d'accompagnement ou de bilan, qu'il y a peut-être quelque chose à travailler autour de sa propre pensée critique pour pouvoir peut-être prendre ça en charge et débloquer des choses un peu rapidement pour ensuite donner vraiment cet élan constructif, autonome et acteur aux bénéficiaires peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'est pas parfois pas un problème de motivation en tant que tel, c'est parfois plus un problème de pensée critique que la personne n'a jamais eu l'occasion d'exercer et qui n'est peut-être pas très développé parce qu'il a pu être pendant des années et des années dans un environnement professionnel très enfermant où on lui a pas demandé son avis. Ça peut être lié aussi à des éléments enfin, d'éducation qui remontent à Formation, très oui, très loin formation. dans Ouais. son histoire aux bénéficiaires et où d'un coup, voilà, le mettre en mouvement, lui demander de changer, bah, c'est quelque chose qu'il a juste l'impression de subir et sur lesquels il n'a pas forcément les clés en termes de réflexion pour aller pour exercer tout simplement cette pensée critique parce qu'il n'en a jamais eu l'occasion jusque-là, qu'on lui a jamais donné cette occasion-là et que c'est pas si simple que ça, notamment parce que ça demande un effort et de sortir de cette facilité d'attendre que les autres nous disent pourquoi on est fait, par exemple. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais vraiment merci, vraiment merci. Avec plaisir, Consuelo. D'autres commentaires, d'autres peut-être Oui, des questions? oui, je veux bien faire un commentaire. Merci, je trouve que c'est un bon rappel parce que c'est quelque chose, enfin moi, mon approche, comme dans mon cabinet, est de développer l'attention chez les personnes et typiquement, l'attention, c'est un élargissement de sa perception et ça amène enfin, automatiquement à la pensée critique. Et alors là, je viens de me rendre compte, enfin, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, dernièrement dans un bilan, que mon biais à moi était qu'en fait, il fallait que, enfin, c'est vrai qu'un bilan doit aboutir à un projet. Donc, je me polarisais assez sur le fait que la personne ait un projet, que ce soit rester ou changer, ou en tout cas, voilà. Et souvent, cet aspect de développer, et je faisais en même temps, je leur dis, hein, franchement, je dis, bah, moi, je vais vous aider aussi à élargir votre perception, à développer, à comprendre par vous-même, et tout questionnement, je le fais. Mais je ne le faisais pas forcément d'emblée. Et dernièrement, j'ai eu, au bout du troisième entretien, mon bénéficiaire qui se trouve bloqué. C'est quelqu'un qui est, voilà, qui est assez prenant, qui sait tout, hein. Il sait tout et il veut tout. Et il a défini ce qu'il voulait. Sauf que ben, je lui dis, ben, moi j'accompagne, hein, donc ben, je dis, ben, ok, on y va, on fait comment? Au deuxième entretien, il me dit, ah non, ça c'est pas possible, je n'oserai jamais, j'ai besoin de confort, je ne peux pas partir comme je le voulais. Ok, ben, on fait quoi? Bon, j'ai besoin de faire mon CV. Très bien, on y va. Et là, au troisième entretien, il me dit, ben non, mais ça va pas du tout. Mon CV, en fait, c'est le même boulot, mais je ne sais pas ce que je veux, je suis bloquée, je suis en... Et colère, colère. Et donc là, je lui ai dit, eh ben, Frustration importante chez lui. génial parce que du coup, ce blocage, je lui dis, ben, ça, enfin, c'est la première fois que ça m'arrive de voir quelqu'un bloqué à ce point-là. Et je lui dis, ben, c'est génial parce que du coup, on va explorer comment ça se fait que vous arrivez là. Et on va, donc voilà, donc je vais avoir quelques séances 100% là-dessus. Ouais.
Voilà, voir ses préjugés, ses croyances, comment ça se fait qu'il se sent enfermé. Et ce que tu viens de dire sur l'histoire du bénéficiaire, où on lui a peut-être jamais demandé son avis, ça, c'est sûrement un point à creuser, certainement dans l'enfance. Alors, à creuser ou pas en bilan, en tout cas, à prendre en considération, Ouais. peut-être à identifier comme étant peut-être une source effectivement de limitation Mm. dans l'exercice de sa propre pensée critique. Mais moi, j'aurais envie de dire, ce qui va être intéressant, c'est que vous, en étant soucieux d'exercer votre propre pensée critique, de pouvoir Ouais. effectivement identifier ces éléments-là comme étant potentiellement des explications de blocage, de frein, de lenteur dans l'évolution de la démarche ou de dépendance, de codépendance, Ouais, c'est ça. etc. Dans la démarche d'accompagnement. Et du coup, de pouvoir vraiment, par votre pensée critique en tant qu'accompagnant, vous dire, il y a quelque chose, et en questionnant, en remettant en question, en amenant le bénéficiaire à réfléchir, là justement, et en lui proposant pour du bilan un climat et un moment, un temps, un endroit, un Mm. lieu C'est propice ça. à ce qu'il l'exerce, et en lui expliquant qu'il en a la possibilité, que ça fonctionne de telle et telle manière, en lui donnant des clés, hein, des tips pour qu'il puisse effectivement exercer au mieux sa pensée critique. C'est vraiment là que votre pensée critique à vous, en tant qu'accompagnant, va avoir une plus-value extrêmement intéressante pour les deux, hein. C'est ça, c'est ça. Et ce qui était assez étonnant, c'est que cette Ouais, personne a mené quelque part les premiers entretiens en disant je veux ça, je veux ça, ouais, je veux ça, c'est ça, c'est ouais. ça. Bon, j'ai laissé, en fait, je me suis pas opposée, je pouvais pas. Et en fait, elle y vient d'elle-même. Donc, c'est ça que je trouve assez étonnant. Je sais pas si c'est cette pensée critique en soi ou ce développement de l'attention qui permet que tout peut advenir. Et c'est la personne qui manifeste, quoi. Enfin, merci. En tout cas, merci. Ça conforte, ça fait un bon rappel et puis ça ouvre aussi. Ça ouvre Merci encore Nathalie plus pour d'horizons. pour ce Merci, partage. Estelle. Ouais. Euh, Peut-être d'autres personnes, ou l'idée c'est qu'on puisse aussi vous donner peut-être avec Jérôme peut-être des informations sur comment développer cette pensée critique. Alors souvent, avant de développer la pensée critique, faut avoir une idée de où elle se situe. Alors chez Pearson, on a un outil qui permet d'évaluer la pensée critique, qui s'appelle le Watson-Glaser. Peut-être que certains d'entre vous le connaissez, peut-être certains d'entre vous l'utilisent. Euh, Tu veux en dire deux mots, Oui, il Jérôme, s'appelait peut-être? auparavant le CTA pour Critical Thinking Analysis, qui était l'auteur Watson Glaser. Donc voilà, donc si votre souhait aujourd'hui, c'est d'en savoir un peu plus, mais c'est se dire aussi, mais moi, ma pensée critique, quels sont les éléments marquants, et d'aller plus sur une évaluation plutôt outillée, psychométrique, il y a cet outil qui s'appelle le Watson Glaser et qui permet de faire, met en exergue le modèle, ce qu'on appelle le modèle RAID, c'est-à-dire qui vient évaluer trois grandes dimensions: la reconnaissance d'hypothèses, l'évaluation d'arguments et la déduction. Euh, donc, c'est un questionnaire qui va permettre de vous présenter toutes les modalités de raisonnement qu'il y a sur ces trois thématiques, et puis vous permettre de vous positionner en termes de facilité, d'aisance, ou peut-être parfois de difficulté par rapport à un de ces éléments. Et il y a un rapport de développement qui est proposé justement, et qui a un rapport qui aide à l'autopositionnement, à la réflexion, pour poursuivre finalement ce travail sur la pensée critique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la reconnaissance d'hypothèses? Ça va être finalement toute cette habilité à discerner en fait les faits des opinions, à recueillir suffisamment de points de vue différents et d'informations factuelles pour approfondir un sujet, en faire une synthèse. C'est aussi lire entre les lignes et tenir compte du contexte. C'est ça la reconnaissance d'hypothèses. L'évaluation d'arguments, elle, va être
va vous renvoyer plutôt à l'habilité à évaluer l'information de manière objective et précise. Il faut prendre le temps de réfléchir, de confronter en fait les idées, de mettre l'ensemble des éléments en perspective. Il faut détecter les biais, les idées préconçues, rechercher du sens, envisager un autre point de vue. C'est finalement évaluer la force et la pertinence des éléments qui vont déterminer nos choix. Et enfin, la déduction, qui pourrait être traduite comme étant l'habilité à tirer des conclusions logiques. C'est la démarche vraiment qui structure l'analyse et qui nous conduit à la meilleure décision possible. La déduction est notre capacité à faire preuve de jugement dans nos prises de décision et celles des autres. Et quand on passe ce questionnaire, on se rend compte qu'on peut avoir des grandes facilités sur l'une et puis plutôt des difficultés sur une autre. Donc ça nous éclaire vivement à dire, mais si je dois apporter un point de vigilance ou une attention particulière et à prendre ce temps que Christelle nous a proposé face à cette situation de raisonnement, mais il va peut-être se situer plus en amont ou en aval de la prise de décision. Donc voilà, ce que peut être le Watson-Glaser. Donc, c'est un questionnaire de la famille des aptitudes intellectuelles et vous pouvez y accéder par le biais notamment de formations. Voilà, donc il y a une formation, ce qu'on appelle la formation notamment initiale, qui vous permet en un jour d'être formé à l'utilisation de cet outil. Et puis pour ceux ou celles qui ont pu déjà pratiquer l'anciennement le CTA, le Watson Glaser, il y a des journées d'approfondissement, des ateliers pratiques d'une demi-journée pour pouvoir remettre le pied à l'étrier si vous ne l'avez pas pratiqué. Et puis, une nouveauté qui est une formation, cette fois-ci de 2 jours, sur comment développer sa pensée critique pour améliorer des décisions. C'est un contenu pédagogique qui a été créé, notamment qu'on a eu l'occasion de créer pour une grande école qui a souhaité mettre en place ce programme pour des managers en activité, pour les préparer finalement dans le développement de la pensée critique et le développement de leurs compétences en tant que manager. Voilà, des formations qui peuvent arriver et qui peuvent venir compléter finalement ce qui vient d'être dit ce matin. Et si vous voulez en savoir également un peu plus, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous contacter, hein, conseil@pearson.com, à nous appeler via ce numéro 43 62 30 02 ou à consulter notre site internet talentlands.com ou .fr/.fr. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions, des remarques par rapport à la présentation sur la pensée critique et comment l'intégrer dans ses pratiques au quotidien? Ouais, moi je trouve ça vraiment très intéressant et pour le coup, on est même là dans une approche de coaching, hein, purement quand on doit aller lever tous les freins et partir dans les croyances de nos bénéficiaires. Et si on se positionne dans la posture de conseiller, c'est des choses que l'on ne peut pas creuser comme ça, mais c'est quand même super intéressant, ce qui nécessite, quand on est en bilan de compétences, peut-être d'avoir des outils qui nous permettent d'aller plus vite. C'est là que ça peut être intéressant. Donc ça, j'imagine qu'on peut les avoir voilà, via les plateformes, que ce soit MyTalents ou tout ça. Je pense qu'on peut avoir accès à vos questionnaires. Pour utiliser, par exemple, uniquement cet outil, on a besoin d'être formé avant de pouvoir l'utiliser, ou Tout à c'est fait. quelque chose qu'il suffit qu'on récupère le rapport et on peut se débrouiller seul? Non, il faut être formé avant. Pour l'ensemble de nos outils, chez Pearson Talentless, on propose des formations D'accord. habilitantes pour vous permettre justement à la fois de maîtriser les contenus Et théoriques l'utilisation. et D'accord. puis après l'utilisation, l'exploration auprès de la personne avec des cas concrets, etc. Des formations d'ailleurs, membres de la FFEBC, vous avez une remise de 20% sur nos formations et 20% sur l'achat de l'outil. Donc, important de le rappeler. Ça peut donner aux autres personnes qui ne sont pas encore adhérents à la FFPABC de pouvoir l'être et de pouvoir bénéficier aussi de ces remises. Ce que vous pouvez aussi, c'est que vous souhaitez en savoir un peu plus, c'est de nous solliciter. On peut vous envoyer une passation découverte et puis on vous présentera un petit peu vos résultats et voir comment ça se constitue et voir quel pourrait être l'intérêt pour vous de pouvoir de l'utiliser dans vos pratiques et dans vos bilans notamment. C'était ma dernière question, c'est est-ce qu'il est possible de le tester sur nous, donc en répondant à un questionnaire, et d'avoir une personne de chez Pearson qui nous fasse le débrief pour qu'on voit comment Exactement.
D'accord. Et donc Exactement. ça, on vous contacte en direct. Ok. Exactement. C'est toujours testé pour vous. Jamais D'accord. tester un questionnaire que vous maîtrisez pas sur un bénéficiaire. Bon, super. Jamais, jamais, jamais. Merci beaucoup. La formation qui apparaît dans les nouveautés là est vraiment une formation hyper intéressante, hein. L'idée, c'est que là, c'est une formation qui vous est destinée à vous en tant que personne et pas pour derrière forcément utiliser un outil, mais bien plus pour quelque part explorer votre propre pensée critique, hein, et travailler sur comment développer la vôtre propre, mais comment aussi mettre en place des démarches, des choses pour aider les autres à développer leur propre pensée critique. C'est vraiment une formation, j'allais dire méthodologique en fait, hein, qui est toute nouvelle chez nous et qui est pas forcément destiné uniquement à des consultants, hein, qui RH, enfin intervenant dans des sphères RH. Ça peut être intéressant aussi, par exemple pour des managers qui seraient soucieux effectivement de pouvoir s'interroger autour de leur pensée critique, mais aussi de pouvoir valoriser cette compétence-là dans leurs équipes et d'aider à son développement. Est-ce que, Christelle, vous avez donc une littérature là-dessus, un livre que vous nous proposez sur Gros Celui auquel Cédant, j'ai c'est participé, Costello. peut-être, c'était la Voilà. suite. sans Alors, faire c'est de parce que l'autopub, mais ouais, Pearson ça peut Talented, être intéressant. Pearson Talented, c'est éditeur de solutions d'évaluation, mais était éditeur, la première activité de Pearson, c'est l'édition d'ouvrages. Il y a une nouvelle collection qui s'appelle Human Skills et un ouvrage qui traite notamment de accueillir le changement et prendre des décisions éclairées, notamment la pensée critique et adaptabilité. Voilà, Et c'est comment on l'ouvrage. l'achète, Jérôme? Il faudrait vous envoyer. Alors, sur le site Pearson, vous pouvez le commander directement sur le site Pearson. D'accord. Vous pouvez le retrouver via la Fnac, Amazon, voilà, les différents circuits d'achat d'ouvrages. Voilà. Et c'est un C'est pas un manuel qui a ouvrage de vraiment été pensé. vulgarisation, mais qui va au-delà en fait de l'aspect purement cognitif sur la pensée critique. Avec Carole, on a vraiment voulu faire un livre d'auto-coaching quelque part, hein, où on pouvait à la fois comprendre ce qu'est la pensée critique, mais tout ce qu'il y a à côté et qui vient l'impacter ou qui peut venir nous aider à développer cette pensée critique avec cet objectif effectivement de pouvoir mieux faire face aux changements, aux évolutions et s'adapter avec agilité et bien-être, on va le dire comme ça, en tout cas face à tous ces mouvements. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est pas trop théorique, mais qui apporte pas mal de choses Oui, sur tous les tenants. oui, oui, c'est bien, parce qu'il y a le côté pratique aussi. Oui. Oui, Et je te remercie, Jérôme. Bien, je vous donne l'adresse. après, sur la pensée critique, vous pouvez trouver pas mal de choses. Alors, pas forcément sur la pensée critique en tant que telle, mais parce que c'est souvent l'esprit critique qui est Oui, évoqué, des notions de créativité, etc. Là, la pensée critique, c'est quand même une notion, un concept qui est vraiment spécifique, hein, dont on a parlé ce matin, mais en allant voilà, en allant explorer ces différents champs-là, vous pourrez trouver déjà pas mal d'informations. merci. Voilà ce qu'on souhaitait vous partager ce matin. On a dépassé un petit peu l'horaire. J'espère que vous êtes venu répondre à des questions ou venir, voilà, ce temps qui était pour vous, apporter une réflexion. N'hésitez pas à revenir vers nous une fois de plus si vous souhaitez prolonger les débats ou en savoir un petit peu plus. On se fera un plaisir de vous répondre une fois de plus en utilisant l'adresse mail que j'ai mis dans le chat, conseilrh@pearson.com. On vous fera un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions et remarques, ou si vous souhaitez tester le questionnaire notamment, et surtout découvrir votre rapport sur la pensée critique.
Eh bien, Jérôme, Christelle, merci beaucoup pour cette intervention. Toujours un plaisir en fait de faire vivre ce partenariat. Merci à tous en fait de votre présence, de votre inscription ici et puis de votre participation et des échanges qui ont été assez riches. Jérôme, on se colle un post-it chacun en se disant que d'ici la fin de cette année, il va falloir qu'on se reparle, notamment avec Bérénice, pour pouvoir établir notre planning de l'année prochaine, pour qu'on puisse le communiquer un peu à l'avance aux gens qui voudraient participer à ces échanges. Voilà, donc je vous dis merci à tous et à très bientôt. Jérôme, Christelle, encore merci, au plaisir. Merci à vous. Merci Au tout le revoir. monde. Bonne journée. Merci.